au lycée Descartes, mais ils ont ici une école à l'extérieur, avec le coût qui s'ensuit, etc. Et donc là, ça donne à réfléchir doublement, dans la mesure où on fait confiance à un système, mais est-ce que c'est uniquement, les résultats sont-ils uniquement le résultat du système dans lequel ils sont, ou est-ce que c'est la conjugaison de ce suivi des familles et du système lui-même? Merci. Je crois que vous avez répondu à la question, parce que d'abord vous avez forcément une sélection des familles qui rentrent dans ces établissements. Je pense que, je ne sais pas quel est le niveau moyen des revenus de ces familles, mais je pense qu'il est quand même supérieur même à la médiane française. Donc comme je l'ai indiqué, dans les écoles privées et dans des écoles telles que les vôtres, à partir du moment où vous avez des enfants qui sont d'origine aisée, il y a moins de difficultés parce qu'ils maîtrisent bien le langage, parce qu'ils sont entourés de biens culturels à la maison, parce qu'ils sont soutenus dans leurs efforts par les parents qui suivent la scolarité avec attention, autant de facteurs qui sont bénéfiques. Et ensuite de ça, il y a une certaine émulation, une certaine compétition entre les enfants naturellement. Il n'y a pas cette ségrégation qui existe entre les meilleurs qui sont appelés les bouffons et les autres qui sont au fond de la classe et qui ne font rien, et que l'on retrouve systématiquement, bien sûr, dans les écoles des banlieues parisiennes. En plus de ça, si vous avez des écoles, une double école, ce que je regrette un petit peu personnellement, parce que je trouve que la jeunesse doit avoir le temps de faire de la poésie, de regarder passer les nuages et de lire toutes sortes de littérature. Toute littérature est bonne, même les bandes dessinées, même les romans policiers. Et peut-être regarder les débats à la télévision, ou, je sais pas, aller systématiquement à l'école et donc avoir un rôle passif et non pas un rôle de producteur, parce que dans la communication moderne, tous les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui utilisent Internet, ils sont producteurs en quelque sorte. Et plus ils apprennent tôt à être producteurs, meilleures seront leurs qualités, ce qu'on appelle les compétences du XXIe siècle, qui relèvent donc de la société de l'information. Si vous allez trop souvent à l'école, vous avez un rôle relativement passif. Vous êtes abreuvé, vous apprenez. Je ne pense pas que ce soit systématiquement très bon. Et ensuite de ça, le dernier élément qui est, parce que je tiens beaucoup à ces questions-là, c'est pas toujours équitable. Ce sont les parents les plus riches qui donnent les meilleures écoles à leurs enfants et inversement. On revient en France, je ne sais pas si vous avez le même système fiscal qu'en France, mais en France, vous pouvez déduire de vos impôts jusqu'à hauteur de 15 000 euros, ce sera 10 000 l'an prochain, à hauteur de 15 000 euros, les frais de scolarité dans les écoles des enfants. Et donc, quand vous payez... Hein? Vous n'avez pas le même système dans le... Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes modeste en France et que vous payez des impôts, vous n'aurez pas d'impôts négatifs, donc vous avez payé plein pot les écoles, la deuxième école. Donc, si vous êtes riche, vous allez pouvoir déduire au moins la moitié de ces frais, ce qui est particulièrement inéquitable. Donc, pour des questions d'équité, je ne suis pas nettement favorable. Pour toutes sortes de raisons, je ne suis pas trop favorable au système de l'école. Mais vous avez dit vous-même les raisons de ce succès. Et ce succès est exemplaire. Parce que c'est incroyable, les statistiques que vous avez données sont tout à fait incroyables. Oui, non, mais aussi, il y a aussi que c'est l'élite marocaine. Ce n'est pas uniquement une question de moyens. Ce ne sont pas que les gens qui ont les moyens. Beaucoup de parents, j'en fais partie, font beaucoup de sacrifices pour que leurs enfants soient là. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'élite intellectuelle qui choisit la mission. Donc les résultats suivent forcément. Il n'y a pas que ce côté de suivi à l'extérieur. Tous les enfants n'ont pas une école. C'est ce que je disais. Si vous regardez les statistiques de PISA qui vous sont données, vous regardez effectivement, lorsqu'on pose des questions aux jeunes pour savoir quels sont les biens culturels et le niveau culturel de leurs parents, on s'aperçoit que plus le niveau culturel est élevé, meilleures sont les performances. Il n'y a pas de mystère. Même si vous êtes pauvre, vous pouvez avoir un niveau culturel très élevé. Mais souvent, les parents qui ont un niveau culturel très élevé, même s'ils sont pauvres, eh bien, ils s'engagent pour veiller à ce que leurs enfants aient une très bonne éducation. Et ils savent qu'ils peuvent y arriver. Il n'y a pas de raison que leurs enfants n'y puissent pas y arriver, étant donné qu'il y a un certain déterminisme
sociale chez les gens qui sont relativement modestes et qui sont pauvres et qui n'ont pas un niveau culturel très élevé, c'est qu'ils pensent que leur enfant doit rester à sa place et donc il est resté parmi les pauvres. Mais ceci dit, si les parents accompagnent leurs enfants à l'extérieur, c'est que justement l'échec scolaire est peut-être là aussi. Et si on devait faire une étude, si on devait mettre le Maroc dans la liste, je ne sais pas où il se trouverait. Je sais pas, c'est bien qu'il ne soit pas sur la liste, à mon avis. Voilà. Donc, il y a sûrement des problèmes dans tout ce que vous avez dit, entre la qualité de l'enseignement, la qualité de la discipline, enfin tous les points que vous avez cités sont à revoir, à mon avis. Et qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, enfin, parce que là, finalement, en regardant, en méditant, on se rend compte que bon, on sort avec rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut motiver les enseignants? Ben non, ça ne marche pas dans certains pays qui sont en haut. Est-ce qu'il faut motiver les élèves, stimuler les élèves par de nouvelles méthodes? Ben non, ça ne marche pas parce qu'il y a certains pays. Est-ce que la discipline doit être? Ça ne marche pas non plus. Donc, comment essayer de penser ensemble à quelque chose qui peut éviter l'échec? Je crois que merci. Le b.a.-ba de l'éducation, c'est de considérer que si vous allez voir un dentiste, vous allez voir un bon dentiste, parce que vos dents coûtent très cher, et que vous pensez que ce dentiste a reçu toute l'éducation lui permettant d'être un bon dentiste. Dans la plupart des pays que je connais, et j'ai vécu dans beaucoup de pays, la formation des maîtres est insuffisante. À commencer par la France. Pourquoi n'investissons pas davantage dans l'éducation initiale des professeurs et dans la formation permanente? Or, dans l'éducation initiale, on considère, parce qu'il y a même des études scientifiques qui ont été faites, en disant que si vous avez 2 professeurs de mathématiques, il y en a un qui est expert en mathématiques, mais ce n'est pas un très bon pédagogue, et vous en avez un qui est moins bon en mathématiques, mais c'est un très bon pédagogue, eh bien les élèves qui seront meilleurs en mathématiques seront ceux qui sont avec le premier professeur. Celui qui connaît, qui est le plus expert en mathématiques. Et sur cette base, l'ancien gouvernement français a décidé qu'il suffisait qu'on ait 5 ans d'éducation en mathématiques, en histoire, en géographie, en sciences, etc., et qu'il y avait très peu de pédagogie, et qu'il y avait très peu d'expérience, et qu'on pouvait le balancer du jour au lendemain dans une classe d'éducation prioritaire, et être un très bon professeur. Sur la base de ces études-là. C'est une erreur. Sur une matière. Hein? En une matière. Oui, non, mais justement, ce n'est pas un critère, les mathématiques. Chaque matière en elle-même a Moi, je considère que ses spécificités. Si vous avez 3 ans de formation, si vous êtes un professeur en CP, est-ce que vous avez besoin de 5 ans de formation mathématique? Non. Et que vous avez 3 ans de mathématiques, ça vous suffit, et 2 ans de pédagogie et d'expérience, de sorte que lorsque vous arrivez dans votre classe, vous savez gérer, vous savez enseigner, mais vous savez gérer une classe. C'est pas seulement enseigner, c'est gérer une classe. Les élèves difficiles, le brouhaha, le temps qu'il faut pour les élèves se mettre à ouvrir leur cahier, les animer une classe, motiver les élèves. Ça s'apprend, c'est pas quelque chose qu'on peut... Et en plus de ça, de même que des gens naissent, et ce sont des leaders naturels, de même il y a des gens qui naissent, ce sont des enseignants naturels. Alors, en plus de ça, s'ils ont la vocation, ce sont toujours des bons profs. Et si vous n'avez ni la vocation, ni l'expérience, ni la formation, vous ne serez jamais un bon prof. Il n'y a rien à faire. Alors, si on devrait enseigner... Mais justement, pourquoi on ne s'appuie pas sur ces critères-là? Parce que vous dites qu'il faut avoir ces 3 atouts pour être bon professionnel. Est-ce qu'on n'améliorerait pas rapidement la qualité de la raison principale pour laquelle la Finlande en s'appuyant là-dessus? La raison principale pour laquelle la Finlande et la Corée ont de très bons résultats, c'est principalement parce que la sélection des professeurs est tellement drastique qu'ils prennent la crème des étudiants. Et ils leur donnent 3 ans de formation, plus 3 ans de formation théorique, plus 2 ans de pédagogie et d'expérience. Et il y a une éducation, une formation permanente aussi qui est très stricte. En France, vous demandez aux professeurs, est-ce que vous pensez que la formation permanente est indispensable? Alors que c'est un droit inscrit dans la Constitution, la formation permanente, depuis
quelques années, les professeurs vont se dire, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire? L'histoire, ça ne change pas tous les jours. Et même que la géographie, le Massif central, il ne bouge pas de place. Donc, que je sache. Si, il bouge. Il devrait le savoir. S'il s'intéressait aux sciences, il saurait que ça bouge. Mais je l'ai entendu, je n'ai pas inventé. Hein. Madame, oui. L'exemple que vous avez donné pour l'enseignant en CP devrait avoir un peu plus pédagogique de formation et bon pour le CP. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup. Si, c'est beaucoup à faire pour des enfants de 6 ans. Mais pour le terminal, je préférerais une bonne formation, légère, un peu moins de pédagogie. Parce que ça ne sert à rien qu'il soit moins bon dans la matière, surtout dans certaines matières, et qu'il ait beaucoup de pédagogie. Il y avait le ministre Darcos qui avait dit je ne comprends pas pourquoi il faut 5 ans de formation pour les maîtres qui sont en maternelle. Pour changer les couches, 5 ans, ça me paraît beaucoup difficile. Ça me paraît un petit peu long. Pour savoir changer les couches. Mais